Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Claude Abati, donc, qui est dirigeante de l'agence immobilière spécialisée sur tout ce qui est local commercial en immobilier commercial. Elle va se présenter et nous expliquer ce qu'elle fait et qui sont ses clients. Merci Marie de m'inviter. Effectivement, je m'appelle Claude Abati. Donc, j'ai créé une agence immobilière qui s'appelle Excelact et qui est située dans le 14e arrondissement à Paris. C'est une agence qui est spécialisée en immobilier commercial. Ça veut dire que j'interviens au sein de l'agence principalement sur toutes les transactions en lien avec les locaux commerciaux et donc également les transactions sur les fonds de commerce et le droit au bail. D'accord? Donc, ouais, non, Oui. vas-y, je t'en prie. Dis-moi, quelle est la particularité de ton agence? Alors, à l'agence, c'est vrai que, en règle générale, les agences sont plutôt spécialisées en immobilier résidentiel, donc s'occupent plutôt des transactions sur le logement, le locatif, pour l'habitat. Et c'est vrai que nous, on a cette spécialité, c'est qu'on intervient principalement et essentiellement sur la partie immobilier commercial. Et à l'agence, nous sommes principalement des juristes. Donc, nous sommes deux. Moi, je suis juriste et spécialisée en immobilier commercial, donc toute la réglementation qui est liée aux baux commerciaux. Et mon associée, elle est spécialisée en droit des sociétés, droit des affaires. Donc c'est vrai que l'avantage qu'on peut avoir en faisant intervenir notre agence, c'est qu'on va suivre un prospect, un client, de la création de sa société jusqu'à la remise des clés et l'ouverture de son local. Donc, on fait cette partie qui est liée vraiment à la constitution de sa société. On va l'accompagner sur la recherche du local, négocier, participer à la transaction, rédiger les actes, bien entendu, sauf s'il s'agit d'une vente ou d'un achat de mur. Là, on va travailler avec nos partenaires. Et puis, on va être présent tout au bout jusqu'à ce qu'il ait ses clés. Et on vient aussi après pour les inaugurations. C'est le plus beau moment pour nous. Bien sûr, des moments sympas. Donc, dis-nous, qui sont tes clients? Est-ce que ce sont essentiellement des créateurs d'entreprises ou est-ce que tu as aussi des personnes qui ont déjà créé et qui viennent également te voir pour une recherche de local? Alors effectivement, la raison d'être, j'ai envie de dire, d'Excelinx, c'est vraiment le créateur d'entreprise. Il faut dire que initialement, moi, je viens effectivement de service juridique. J'ai travaillé dans ces sociétés qui avaient un patrimoine immobilier et qui louaient des locaux à des créateurs d'entreprises. Et c'est vrai que j'ai un peu pris ce contre-pied de vouloir accompagner les créateurs d'entreprises, porteurs de projets, qui sont vraiment au tout début de cette aventure, pour idéalement faire en sorte qu'ils ne se trompent pas, qu'ils se posent les bonnes questions. Parce que je me suis rendu compte, je m'étais rendu compte effectivement qu'il y avait cette ignorance de cette réglementation qui faisait qu'ils signaient les contrats sans vraiment savoir à quoi ils s'engageaient. Donc on a effectivement plutôt en priorité, on va s'orienter vers un porteur de projet parce que c'est notre raison d'être. Malgré tout, ces mêmes porteurs de projets reviennent vers nous pour de nouvelles créations, mais on est aussi en relation avec des dirigeants d'entreprises qui sont déjà établis, qui ont déjà des enseignes assez reconnues et qui viennent nous voir aussi parce qu'ils ont de nouveaux projets. Et on a bien entendu plaisir à accompagner des dirigeants d'entreprise. Très bien. Et donc, du coup, quand ces porteurs de projets viennent te voir, quelle est leur situation? Est-ce qu'ils ont bien défini leurs besoins? Est-ce que toutes les choses sont claires pour eux dans leur recherche? Comment ça se passe? Alors, effectivement, sur cet aspect-là, on est quand même assez attentif. C'est vrai que notre objectif, c'est quand même de procéder à la commercialisation et de louer ou de vendre. Malgré tout, on va avoir cette sensibilité aussi au sein de l'agence de s'intéresser à notre porteur de projet, de bien savoir où il en est cette phase création, vérifier qu'il est bien accompagné pour prendre les bonnes décisions parce que louer un local, c'est un engagement sur du long terme, donc il faut éviter de se tromper. Donc, on va bien vérifier qu'il a fait tout le travail en amont du choix avant de choisir le local, mais que sa situation en tant que porteur de projet est affinée, elle a été bien travaillée, qu'il a bien son business plan. Donc, on va avoir quand même un regard global avant d'arriver à cette étape de recherche d'un local.
la recherche du local nécessite un travail sur un positionnement. Il faut qu'on sache qui est sa clientèle, à qui on s'adresse, et en fonction de ça, on cherche le local. Donc, l'objectif, c'est de ne pas perdre du temps, ne pas travailler, en tout cas pour nous, inutilement. Donc, on préfère qu'un client ait bien défini son projet, qu'il ait identifié sa clientèle cible, qu'il sache où il veut s'implanter, qu'il ait en tête les principales caractéristiques du local qu'il recherche, parce que c'est vrai qu'en fonction d'un projet, on peut avoir des attentes particulières. Et puis, ce qui est important aussi, c'est son budget. Est-ce que j'achète ou est-ce que je loue? Et à ce moment-là, quelle est ma capacité financière? Je vais m'engager sur un loyer de tant de milliers d'euros par an. Est-ce que j'ai la capacité financière pour? Est-ce que mon business plan va me permettre de générer le chiffre d'affaires suffisant pour honorer cette charge? Parce que la location, au-delà du salaire, reste quand même une des charges les plus importantes dans un projet de création d'entreprise. D'accord. Et donc, du coup, vous allez balayer tous ces points-là lorsqu'un porteur de projet vienne vous voir pour vérifier la validité ou la possibilité, en tout cas, d'aller au bout du projet? Alors, s'ils nous le demandent, nous, on va le sensibiliser là-dessus. Parce que c'est vrai que parfois, ils sont un peu emballés. Ils pensent que la première pierre à l'édifice, c'est le local. Or, pour nous, non. Donc, c'est pas forcément notre rôle, mais en tout cas, on va l'orienter vers nos partenaires qui sont spécialisés, par exemple, sur un business plan, sur un financement, vers toi, Marie, parce que toi, tu as cette expertise, parce qu'on a souvent des personnes qui veulent se lancer dans la restauration. Et là, j'ai envie de dire attention. C'est vrai que c'est un métier qui est plaisant, mais ça nécessite quand même une vraie connaissance métier. Il y a des règles à respecter. Donc, nous, on va les sensibiliser là-dessus avant de chercher le local. Nous, on n'est pas donneur de leçons, mais on est plutôt là pour sensibiliser parce que l'objectif, c'est quand même que le projet soit pérenne et qu'il aboutisse et voilà, et que ça se passe bien. Alors, quel est le bon moment pour venir voir un agent immobilier, pour se décider à aller prendre un local? À quel moment du projet on doit commencer à y penser? Moi, je pense qu'il faut déjà que le projet soit clair. Je pense à une jeune femme qui nous a sollicité en fin d'année, qui cherchait son local. Et en fait, rien qu'en pitchant, elle s'est rendue compte que elle n'était pas en fait, je pense que dans sa tête, elle visualisait son projet, mais il n'était pas assez bien défini dans sa tête pour pouvoir nous l'exprimer. Et donc, pour moi, si on peut pitcher, si on peut expliquer son projet et que dans sa tête, c'est clair, je pense qu'on a déjà passé un premier step. Après, il faut quand même verrouiller certains aspects sur l'aspect financier, donc vérifier sa capacité financière. Il faut travailler son business plan, il faut faire appel à un expert comptable. Dans la restauration, j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il y a des experts comptables qui sont spécialisés dans ce domaine d'activité. Tous les comptables n'ont pas nécessairement la sensibilité sur la restauration, c'est vraiment très précis. Donc, il faut aussi faire appel à des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine de métier. Donc, voilà, c'est ce que je dirais. D'accord. Et donc, du coup, ça se fait en même temps que le business plan ou ça se fait après le business plan? Ça se fait à quel moment? Est-ce qu'on se dit, bah, j'ai déjà posé des chiffres, j'ai un petit peu une idée de ce que je recherche, je vais commencer à aller regarder les annonces, je vais commencer à aller voir des agences, ou est-ce que j'attends de finaliser mon business plan pour venir vous voir? Je pense qu'il faut le faire en amont, puisque bien entendu, il faut avoir la connaissance du marché. Donc, le travail est fait par le créateur d'entreprise, du lieu où il veut s'implanter. Donc, tout ça, ça vient d'une réflexion générale. Moi, ce que je dis, c'est à partir du moment où on sait où on veut s'implanter, on regarde le marché. Ça, on peut facilement avoir des informations sur ce qui se loue, ce qui se vend. On peut aussi racheter un fonds de commerce. Démarrer son activité, ça dépend des activités, mais c'est vrai que dans la restauration, ça peut être très bien aussi de racheter un fonds de commerce. Il y a de très belles affaires. Regarder les prix et ensuite faire ces simulations avec un courtier qui est spécialisé également dans l'aspect professionnel, les projets professionnels, pour vérifier sa capacité financière. Mais je pense que l'étude, ça fait partie d'une espèce d'étude préalable sur le projet. Il faut effectivement regarder l'aspect immobilier, vérifier les prix,
du marché pour ensuite les intégrer dans un business plan. On a besoin de savoir combien on paye de loyer sur tel secteur en fonction de la superficie. Donc oui, il faut le regarder en avant, mais en amont, mais une fois qu'on est fixé, on peut venir nous voir parce que les questions, ça va inévitablement quelqu'un qui va nous appeler, on va lui demander, mais vous voulez vous installer où? Quelle surface vous recherchez? Quel est votre budget? Donc si la personne qu'on a au bout du fil ne sait pas répondre à ces questions, là on se dit qu'il y a un problème dans la maturité du projet. On n'y est pas encore, il y a encore des choses à affiner. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu la checklist. De, C'est un peu la checklist, oui. voilà, c'est ça, un peu la checklist de définir ses besoins avant de venir voir son agent immobilier et lui dire, bah, moi, je veux un local commercial pour faire un restaurant. Voilà, Il faut que ce c'est soit trop un peu vague ça. plus... Oui, voilà. Il faut que ce soit un peu plus mûr que ça. Ouais, c'est Euh, ça. En tout et cas, c'est ce qu'on attend en tant qu'agent immobilier, c'est qu'on a besoin d'avoir face à nous, comme quand vous allez chercher votre bien en résidentiel, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on se pose et on écrit, voilà, moi je veux ça, tant de mètres carrés, ça peut être le local idéal, mais c'est pas grave, vous n'allez pas forcément trouver ce local idéal. Mais en tout cas, il faut que ce soit défini. Est-ce que je veux un local de plein pied? Est-ce que je veux qu'il y ait un étage, un sous-sol? Est-ce que je veux une terrasse? Est-ce que j'ai besoin d'une extraction si on est dans l'activité de restauration, une arrière-boutique, une cave, du stockage? En fait, toutes ces questions, il faut bien se les poser parce que ce sont des éléments dont on a besoin au moment de la recherche pour vérifier si on répond à tous les critères. Parce qu'imaginez que je vous présente un beau local où vous pouvez faire de la restauration, mais vous n'avez pas lieu pour stocker, mettre une chambre froide ou installer une cuisine. Bon, ben, on n'y est pas. Donc, c'est sûr que la réflexion, elle doit être mûrie sur la façon dont on voit son projet, la façon dont on l'imagine et comment on se projette dans son local. Ça, c'est d'accord. important. Mais comment on le sait? Par exemple, on est novice, on n'a jamais fait de restauration, on se lance dans ce secteur. Comment on peut savoir et définir ses besoins en amont euh, au-delà de, je sais pas, moi je veux lancer un concept de burger, je veux faire de la cuisine traditionnelle. Comment on peut le savoir en tant que créateur? Comment on va définir ses besoins? Je pense que les créateurs, ils ont suffisamment d'imagination et je pense que c'est là où ils sont le plus forts, c'est qu'ils arrivent vraiment dans leur tête à savoir ce qu'ils veulent. Sur cette conception du local, ils le savent. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent vers quelle thématique ils se tournent. La seule chose, c'est qu'il faut le formaliser par écrit. Parce que quand vous nous appelez ce qui est dans votre tête, nous, on ne l'a pas. Et donc, ce qu'on attend de vous, c'est quand vous nous appelez, c'est que votre projet il puisse être défini de façon la plus claire possible pour qu'on puisse vous aider dans la recherche. Si c'est flou, on va vous proposer tout type de locaux et ils ne vont pas forcément répondre à vos attentes. Et ensuite, ce qui est magique, c'est la visite. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre projet en tête, vous nous l'avez défini, nous, on va vous présenter des biens où vous allez vous-même visiter vos biens, pas nécessairement par notre agence, mais vous pouvez visiter des biens et vous dire, mais voilà, c'est cette ambiance, c'est cette sensibilité. Nous, on a des clients qui visitent et qui nous disent, je me sens pas bien. Il y a des endroits, ils se sentent pas bien. Donc, il ne faut pas forcer les choses. Il y a un moment où on fait une visite et on se sent bien dans un local et on se dit que c'est celui-là. Et c'est comme pour un appartement. Donc, il y a une espèce de sensibilité, il y a quelque chose qui va se passer au moment d'une visite. Mais là, voilà, on est dans l'aspect subjectif. Parfois, on va trouver un local qui remplit tous les critères et le client, il va nous dire, bah non, non, parce que ça lui plaît pas, il va avoir quelque chose qui fait que ça ne va pas lui correspondre. Donc, on est vraiment sur un aspect subjectif et moi, je pense que les porteurs de projets là-dessus, les créateurs d'entreprise, là, ils sont quand même assez forts, c'est qu'ils savent, ils visualisent bien leur projet et moi, ce que je pense, c'est qu'il faut le formaliser, il faut l'écrire et c'est vrai que cette étape préalable qui peut être un peu fastidieuse, il faut passer ce cap, il faut écrire. Ouais. D'accord. Et comment se passe un accompagnement? Donc, comment vous accompagnez vos clients concrètement lorsqu'ils viennent vous voir? Est-ce que vous leur recherchez des biens? Est-ce que ils arrivent et ils ont trouvé un bien sur l'agence et ils vous ont contacté pour ce bien? Comment ça se passe concrètement? Alors, on va dire, en règle générale, ils nous contactent pour un bien qu'on a affiché à l'agence. Donc, sur notre site internet, on va retrouver des biens qu'on a, nous, prospectés de notre côté. On va essayer dans l'annonce de la définir le mieux possible pour que la personne puisse se projeter.
Heu, je fais une petite aparté sur la recherche parce que c'est vrai que nous, on a des clients qui se plaignent parce qu'ils ont appelé des agences, mais ils n'ont pas de retour sur la recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une agence immobilière n'est pas, même si elle vous donne, enfin, si elle vous donne un mandat si vous lui signez un mandat de recherche, mais avec une exclusivité, elle va vous chercher votre bien. Mais la recherche de locaux n'est pas très rémunératrice pour une agence immobilière. Et c'est pour ça que les créateurs, les porteurs de projets, il faut bien qu'ils aient en tête que même si ils font une liste bien précise de ce qu'ils recherchent, à moins que l'agent immobilier ait ce bien dans son portefeuille, il ne va pas nécessairement procéder à la recherche. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas de retour. Donc, la recherche, si vous voulez qu'une agence vous cherche un local, il faut lui donner un mandat exclusif pour la recherche et lui garantir une rémunération sur cette recherche. Parce que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour quelque chose qu'on va présenter au prospect et il peut arriver qu'il nous dise ça ne me correspond pas, j'en veux pas. Donc la recherche n'est pas, même en donnant un mandat, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Par contre, regardez ce que les agences ont dans leur portefeuille et vérifiez si ça correspond à vos attentes. C'est, à mon sens, certainement plus efficace dans la recherche. Donc, nous, on a des annonces en ligne, les personnes nous appellent. Donc, au premier contact, on va poser un certain nombre de questions si on a affaire à un porteur de projet pour bien vérifier où il en est dans la maturité de son projet. Parce que derrière, on vont s'enchaîner toutes les différentes étapes de la visite et autres. Donc, on va bien verrouiller cet aspect-là. On va regarder où il en est de la maturité de son projet, son financement, vérifier si par rapport aux caractéristiques ça correspond bien au bien pour lequel il vient vers nous. Et ensuite, on va organiser la visite avec le vendeur. Donc ça, ce sont les étapes qu'on va proposer à notre client dans son parcours. Voilà, la visite, parfois la contre-visite. Ensuite, il va manifester son intérêt en signant une offre d'achat qui va être contresignée par le vendeur si on est dans les prix. Là, alors là, je parle pour un rachat de fonds de commerce ou de droit au bail. On va être dans ce cas de figure-là. Et ensuite, à l'agence, on va se proposer de rédiger la promesse de vente jusqu'à la signature de l'acte de cession définitif. Donc ça, c'est vrai que on accompagne le client sur tout ce processus juridique qui peut être lourd et c'est vrai qu'ils n'ont pas nécessairement toute la visibilité sur tout le travail qui est fait en amont, mais on va essayer de sécuriser un maximum parce qu'on connaît le bien, c'est nous qui l'avons rentré par rapport au projet, vérifier si tout matche bien et qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise une fois que l'acte est signé et que le créateur d'entreprise a acheté le fonds de commerce ou le droit au bail. D'accord. Et est-ce qu'une signature de bail commercial, est-ce que c'est plus long que de signer pour une installation personnelle dans une résidence principale ou secondaire? Est-ce que la durée est la même? Alors, signer pour. Alors, en fait, nous, dans le cadre je ne vais pas parler pour le résidentiel parce que j'en fais pas, mais il faut savoir qu'à partir du moment où on signe une promesse de vente, on a des conditions suspensives à lever. Et en règle générale, les conditions suspensives sont relatives au financement. Donc là, on est complètement tributaire de la banque pour l'obtention du financement. Et en fonction des mairies, on doit purger le droit de préemption des mairies sur les ventes de fonds de commerce. Donc, les délais, on va dire qu'ils vont être à partir du moment où on va signer la promesse et l'acte définitif, on va être sur un délai à minima de 3 à 4 mois. Après, c'est sûr que si on tombe dans les vacances scolaires juillet, août, décembre, ce sont les pires mois pour faire des demandes de financement parce que les dossiers restent sur les bureaux. Donc, en fait, il faut éviter ces périodes de l'année. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que le droit de préemption? Le droit de préemption, c'est la capacité qu'a la mairie, c'est le droit même qu'a la mairie d'acheter à votre place. C'est-à-dire que dans certains périmètres de la ville, les mairies ont le droit de préempter, c'est-à-dire que si un emplacement lui semble stratégique dans le cadre de ses orientations commerciales, sa planification et l'organisation de sa vie sur l'aspect commercial, elle va considérer que ce local a un intérêt et à ce moment-là,
nous, dans le cadre de la promesse, on va lui adresser un formulaire pour l'indiquer du projet de cession. Et si elle considère que ça l'intéresse, elle va préempter, nous dire attention, nous, on va racheter ce fonds de commerce ou ce droit au bail. D'accord. Et quelles sont les erreurs que commettent souvent les porteurs de projets lorsqu'ils cherchent un bien ou lorsqu'ils démarrent cette aventure de recherche de local et de réflexion autour de leur projet? Alors, les erreurs. Alors, je pense que les erreurs sont plutôt. Et en fait, j'ai un peu de mal à répondre parce que notre objectif, c'est plutôt d'éviter les erreurs. Donc, on va les accompagner, nous, du début à la fin, justement, pour éviter ces erreurs. Mais c'est vrai que nous, on va être assez attentifs, effectivement, quand on va rédiger la promesse de vente, à intégrer un maximum de conditions suspensives Mhm. pour protéger l'acquéreur. Donc, vaut mieux plus que pas assez. Donc, c'est vrai que quand on est dans un processus d'acquisition d'un droit au bail ou d'un fonds de commerce, on va être assez sensible à certains points. L'intégration de l'activité dans la copropriété suppose d'avoir une lecture du règlement de copropriété. Ça, je pense que c'est un point qui revient souvent, surtout quand on a une activité dans les métiers de bouche. Je pense, sans ironie aucune, à un de nos dossiers d'un client qui avait une activité de boucherie et qui voulait céder son activité de boucherie. Donc, dans l'analyse des documents, on lit le règlement de copro qui interdit les métiers de bouche. Et là, le propriétaire nous dit que boucherie n'est pas un métier de bouche. Oui. Donc, voilà, là, on avait affaire à un contentieux. Donc, nous, on transmet à notre partenaire qui travaille sur la partie juridique. Mais l'analyse du règlement de copropriété peut être un sujet. On peut avoir d'autres difficultés. Enfin, en tout cas, on va sensibiliser notre créateur aussi sur. Je cherche des points sur lesquels ils peuvent être sensibilisés, mais sur l'aspect technique. En Regardez fonction du s'il est projet, conforme. on peut avoir des contraintes techniques. Et donc, il faut bien s'assurer que le local réponde à ces aspects techniques. Et là, je pense peut-être aussi à un autre client, une grande enseigne qui voulait s'installer dans un local. Et on avait mis en condition suspensive une étude structure pour vérifier la charge au sol, pour vérifier qu'elle pouvait bien accueillir tout son matériel. Et il se trouve qu'on n'a pas pu lever cette condition suspensive. Heureusement, enfin non pas heureusement, mais heureusement qu'on l'avait indiqué dans l'acte, parce que si on l'avait pas indiqué, il aurait été contraint d'acheter un local dans lequel il n'aurait pas pu exercer son activité. Donc on a, en règle générale, ça tourne autour du règlement de copropriété, les travaux aussi à réaliser, comment organiser ces travaux. Et puis on a des vérifications qu'on fait aussi en amont. Je pense aussi à une jeune femme qui avait une activité de traiteur et qui voulait racheter un fonds de commerce de traiteur. Et donc, en faisant les recherches nécessaires, les vérifications d'usage dans le cadre de la cession, on s'est rendu compte que le bail que cette personne voulait céder était résilié. Donc là aussi, c'est quand même euh, là-dessus, on va quand même, nous, être sensibilisés, faire très attention et verrouiller tous ces points pour qu'une personne n'achète pas un bail qui est résilié. Donc, voilà, il peut y avoir plein d'exemples, mais en tout cas, la copropriété, les travaux, et vérifier si le bail est toujours en cours, ça, c'est à minima les choses qu'il faut vérifier, mais on pourrait en parler pendant des heures, mais voilà. Et puis, chaque dossier a ses spécificités. Et voilà, quand une personne se présente à nous, bien entendu que même si elle a trouvé son local par ailleurs, nous aussi, on peut quand même avoir L'accompagner. ce regard sur son activité, son projet et voir comment on peut l'accompagner. Mais là-dessus, notre objectif, c'est que la transaction soit la plus sereine possible, que notre client se sente accompagné et que tout le travail qu'on fait, il faut que ce soit clair pour lui, qu'il comprenne ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et en bout de course, au moment de la signature et quand il va signer l'acte définitif, qu'il le fasse sans se poser de questions. Il faut que ça se fasse de façon sereine. Pour nous, c'est vraiment notre objectif d'avoir une transaction qui se passe sous les meilleurs augures.
D'accord. Et donc du coup, vous faites une partie, de ce que je comprends, une partie diagnostic technique, parce que là, tout à l'heure, tu nous parlais du sol, qui avait pas la capacité comment dire, de pouvoir tenir le matériel. Donc ça veut dire que vous faites intervenir également des personnes qui sont spécialisées sur cette partie technique au niveau, comment dire, au moment, pardon, de l'acquisition. Alors, on ne va pas le faire au moment de l'acquisition, c'est-à-dire que dans la réflexion, parce que justement, on aura analysé et on aura échangé avec le prospect sur son projet, qu'on le visualise. L'objectif, c'est de le visualiser aussi bien que lui pour qu'on puisse se projeter. Mais c'est vrai que non, on ne va pas faire intervenir les entreprises, mais on va lui dire qu'il faut faire intervenir une entreprise pour vérifier la charge au sol. D'accord. Donc nous, on va pas rechercher l'entreprise. Par contre, on va le sensibiliser, on va le noter dans l'acte. On va lui dire, voilà, il faut qu'entre le moment où on signe cette promesse et l'acte définitif, que vous ayez missionné une société qui fasse une étude structure pour vérifier la charge au sol de votre local et vérifier que le poids de tous les équipements sera supporté par cette dalle. Mais ça, c'est des choses, et puis je pense que c'est l'expérience, c'est des projets, on en a vu, donc on est quand même assez sensibilisé parce que on a on a cette connaissance métier, des projets, on en a vu plein, et d'un projet à l'autre, on sait les choses qu'il faut regarder. Donc, on peut-être le mettre en relation en fonction des cas avec des entreprises avec qui on a déjà travaillé, mais nous, on ne va pas faire ce travail-là, mais on va le sensibiliser sur les différents points qu'on juge utiles pour son projet et le bon aboutissement de son projet. D'accord, super. Quel conseil tu donnes à un créateur d'entreprise, voilà, à un porteur de projet? Quel conseil tu lui donnes au moment où il a en tête de faire cette démarche, d'aller chercher un local? Mon conseil numéro un, Mhm. moi, je pense que mon conseil numéro un, c'est de se faire accompagner. C'est vrai que quand on est porteur de projet, la difficulté, c'est qu'on n'a pas des moyens financiers. Mais je pense, avec l'expérience et le recul, que chacun son métier. Mhm. Et souvent, les porteurs de projets pensent à l'économie, c'est vrai, et c'est tout à fait compréhensible. Mais il y a un moment où on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. On a un projet, on veut qu'il aboutisse, et pour ça, effectivement, il faut prévoir une enveloppe pour être accompagné par des professionnels qui vont vous donner les conseils les plus adéquats. Vous visitez un local, idéalement, il faut y aller avec un archi ou une entreprise générale du bâtiment pour vérifier certains aspects. Vous devez faire votre business plan. Oui, vous allez peut-être faire l'ébauche, mais faites-vous accompagner par un expert comptable. Voilà, vous voulez vous installer dans la restauration, vous n'y connaissez rien, mais il y a tellement de règles. Enfin, Marie, moi, je le vois avec toi, il y a tellement de règles dans la restauration qu'on ne peut pas se lancer dans des métiers, même si ce sont des métiers qu'on aime, sans être accompagné par quelqu'un dont c'est l'expertise. Parce qu'on va se tromper, enfin, moi je le constate, on se trompe, peut-être pas de... euh, Enfin, ça peut mettre en péril un projet. Ouais, Mhm. je ne Oui, dis c'est pas que ça. c'est systématique, mais on peut se retrouver avec des personnes qui n'ont pas pris attache auprès d'un architecte ou d'une personne, par exemple, qui conçoit une cuisine, parce que quand on conçoit une cuisine professionnelle, il y a des règles à respecter. Eh bien, on peut se tromper et le projet peut être mis en cause. Je pense, non pas à un cas précis, mais c'est une jurisprudence que je cite souvent. C'est une personne qui a acheté un fonds de commerce, enfin un droit au bail pour installer un restaurant. Il a signé son bail, euh, il s'est installé, il a fait des travaux, et il se trouve que le règlement de copropriété interdisait les activités de bouche, donc il ne pouvait pas installer ce restaurant. Et les copropriétaires lui ont fait savoir quand ils ont vu qu'il commençait à installer cette activité de restauration. Donc effectivement, on a la responsabilité du bailleur qui va être propriétaire, qui va être engagé. Mhm. Mais malgré tout, c'est une perte de temps, d'énergie, une perte financière énorme. Ça peut démoraliser une Bien sûr. personne. Donc, je pense que mon conseil numéro un, c'est de se faire accompagner. À partir du moment où on ne maîtrise pas quelque chose, quand on crée son projet, il faut budgétiser, peut-être pas tous les postes de charge, mais il y en a où on a vraiment besoin d'un conseil. Il faut prendre l'expertise de personnes spécialisées dans le domaine. Super. Eh ben Claude, merci beaucoup.
Merci beaucoup parce que tu as C'est balayé moi. beaucoup de choses, hein. On ne s'imagine pas en tout cas qu'une agence immobilière puisse nous accompagner sur des choses aussi étendues et qu'on puisse avoir des réponses par rapport aux questionnements qu'on peut avoir sur son projet. Donc merci d'avoir partagé ton expérience et partagé aussi les conseils que tu prodigues à tes clients. Donc je veux vous remercier de nous avoir Merci regardés Marie. et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Merci beaucoup. interview. À À très bientôt. bientôt. Merci Marie. Au revoir. Au revoir.